table ronde, on l'a voulu assez ouverte avec des peuplades du sport automobile qu'on a de temps en temps tendance à un peu oublier, et qui sont absolument essentiels. Il y a des pilotes, il y a des anciens pilotes, il y a des gens de communication et des journalistes. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était de confronter la vision de ces publics qui se fréquentent, qui en général, ils nous le diront, sont plutôt dans une bonne amitié entre eux. Et pour cela, nous avons un panel assez large. Nous avons Olivier Gillet, qui est quelqu'un de Renault Sport Formule 1. Gilles Guignot, qui n'est plus à présenter, parce que si on suit le sport automobile, si on ne connaît pas Gilles Guignot, c'est qu'on vient d'une autre planète. Gilles a la capacité d'écrire à peu près 3 articles par minute, peut-être même plus. C'est la Formule 1 de l'écriture sportive. Xavier Crespin, c'est Monsieur Communication toujours. Donc respect, parce qu'il a un petit peu de boulot actuellement, avec pas mal de nouveaux modèles qui sont sortis. Michel Didier, mais à 2 casquettes, c'est la casquette journaliste de Auto US et surtout sa casquette assez originale, parce que je crois que c'est le seul pilote français qui est couru en NASCAR, et il nous expliquera un peu ce que c'est que ce sport bizarre américain. Bernard Darniche, on ne le présente plus. Alors, Bernard Darniche et Philippe Streff, c'est très amusant parce que mon fils a 20 ans. Et il m'a dit, ah oui, tu reçois qui? Je dis, attends, il y a Darniche, il y a Streff. Il m'a dit, ah oui, c'est des gars qui font pour la sécurité routière et les handicapés. Je lui ai dit, attends, je sais que c'est des pilotes aussi. Donc, visiblement, dans votre deuxième carrière, vous avez un succès tellement phénoménal que pour les plus jeunes, là, ça éclipse la première. Donc, je crois que vous avez très bien bossé dans vos secondes carrières. Donc, Bernard Darniche, Arnaud Delamotte, qui est de Citroën. Citroën et Sport, et même tout Citroën d'ailleurs. Et bien sûr, Philippe Streff. Alors, Philippe qui est là à de multiples titres, et surtout, nous, on n'oublie pas, c'est un pilote, et c'est un grand amoureux de l'automobile, et je crois qu'on se voit souvent, et c'est très bien comme ça. Je le remercie d'être là, et comme je dis toujours, bravo pour tout ce que tu fais pour le handicap, en montrant qu'on peut être handicapé et vivre dans une vie normale, aimer l'automobile, quelque chose qui roule. Et vous verrez qu'il y a une voiture d'une marque étrangère au logo d'hélice bleu et blanc que je connais mal, qui est garée devant, qui est sa voiture et qui est une... Sans pédale, sans volant. Voilà, qui est un miracle de technologie. C'est extrêmement intéressant, parce que je crois que dans l'avenir de l'automobile, si on reprend un peu ce qu'on s'est dit ce matin dans l'aspect technologique, vous savez que l'avenir de l'automobile, c'est la connectivité de l'automobile. Est-ce qu'on va mettre des systèmes qui vont pallier les défaillances de l'être humain de l'automobile? C'est très intéressant, parce qu'on voit que ça commence déjà. C'est quand même pas la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, tout d'abord, je voudrais essayer de commencer sur un point assez simple, et je vais être un petit peu provocateur. Le sport automobile, franchement, est-ce que ce n'est pas que de la com? Et que de la com, je dirais, dans son sens un peu le plus vulgaire, c'est-à-dire finalement, on agite la marionnette, on fait courir des pilotes, on met des logos, on met des autocollants de paquets de cigarettes sur la voiture, et c'est que ça. Donc, est-ce que vous, alors vous, là je pose la question aux communicants, est-ce que vous, dans votre rôle de communicant, qu'est-ce qui est prioritaire? Faire du chiffre, faire de la visibilité, ou passer l'image de votre marque? Alors, je commencerai par Olivier. Est-ce que finalement, c'est plus important de rapporter beaucoup d'argent par Renault Sport F1 ou de faire passer l'image de Renault? En fait, bonjour à tous. En fait, on a 3 principaux objectifs chez Renault dans notre engagement en Formule 1. Effectivement, on a un premier engagement qui est de faire de la visibilité, de faire connaître la marque Renault sur les marchés de conquête, sur les marchés notamment émergents. On a un deuxième objectif qui est d'améliorer notre image et justement d'utiliser cette fantastique plateforme qu'est la Formule 1 et de la technologie associée pour pouvoir donc, améliorer l'image de Renault et notamment sur les marchés européens où en fait la visibilité et la notoriété de Renault est déjà acquise. Et enfin, le troisième objectif de notre engagement en Formule 1, c'est la fierté de l'entreprise et des hommes de Renault à gagner tous les week-ends dans ce fantastique sport qu'est la Formule
Et chez Peugeot, alors, la 208 aux États-Unis, moi je ne peux pas en louer cet été, à quoi ça sert? Pas expliqué. C'est un petit peu se mentir de dire que c'est autre chose que de la com, mais la com est au service des messages de la marque, donc quelque part on répond à la question. C'est de l'image bien évidemment, et peut-être que la preuve en est, c'est la façon dont le sport s'inscrit maintenant dans nos organisations, puisque Arnaud est là pour Citroën, vraiment là, l'image du rassemblement, du marketing, de la communication, et à l'intérieur, il a aussi la responsabilité du sport, de la même façon que chez Peugeot, l'homologue d'Arnaud aussi chapeaute le marketing, la com et le sport. On est à Pikes Peak ce week-end, on ira à la course au nuage, tenter de battre le record, même si nous ne vendons pas aux États-Unis, même si 208 n'est pas connu. Aujourd'hui, c'est bien la dimension médiatique et la dimension com que l'on donnera à l'événement qui est la justification de notre investissement là-bas. Et il ne faut pas chercher plus loin que la façon dont on est capable de montrer du dynamisme, de montrer un peu de modernité. Aujourd'hui, en répondant à ces défis-là, c'est simplement de la com. Alors, Arnaud, moi je rappelle que la même question, franchement, faire courir les DS3 en rallye, ça ne fait pas vendre plus de DS3, parce que de toute façon tout le monde se l'arrache et tout le monde en veut. Oui, justement, alors pour répondre à votre question à celle de juste avant, effectivement, comme mes collègues, bien sûr c'est de la com aussi, bien sûr c'est de la fierté pour toute l'entreprise, donc je ne sais pas si on appelle de la com interne ou pas, mais c'est quand même, l'engagement en sport, c'est quand même un atout extraordinaire pour valoriser les équipes, pour motiver les équipes. Donc je dirais que ce n'est pas de la com, c'est des ressources humaines, c'est du management. Quand on parle de passion, ce n'est pas simplement ceux qui aiment le sport de l'extérieur, c'est ceux qui aiment l'entreprise, qui aiment les couleurs dans l'entreprise, qui aiment voir nos produits, nos véhicules rouler sur les différents circuits, obtenir des victoires, obtenir aussi quelquefois des difficultés. Mais il y a aussi une autre chose quand même, par rapport à cette question, que n'ont pas cité, c'est que c'est aussi pour nous, en tout cas pour Citroën, un laboratoire technologique. Il n'y a pas que l'aspect communication qui compte dans le sport. Bien sûr, encore une fois, vous allez dire, il est un peu hypocrite, non, c'est important, c'est un formidable vecteur, mais c'est aussi un laboratoire technologique. À travers WRC, on apprend des choses, on améliore notre technologie, et WRC, notamment, un exemple concret en ce qui nous concerne, c'est tout ce qui est liaison au sol, qui, pour les voitures de série, ont été améliorées grâce à tout le savoir-faire de WRC. J'ai vu Bernard, parce que Bernard, moi j'aimerais bien savoir par exemple, quand Bernard, tu as commencé avec Audi, qui était une marque plutôt méconnue en France, est-ce que quelque part le sport a vraiment servi les ventes de la voiture? Mais en amont de tout ça, j'en suis l'exemple, parce que je l'ai compris assez rapidement. J'ai commencé à courir, évidemment, grâce à Renault, parce que Renault a une mission, et il a toujours conservé, c'est donner accès à ce monde de l'interdit qui est la compétition automobile à des gens qui n'ont pas de moyens financiers. Et Renault est toujours resté. Toute ma vie, je remercierai cette fille, en plus, elle, bien entendu, qui m'a donné accès au monde de l'interdit pour moi. Ça, c'est un petit aparté. Mais j'ai compris assez rapidement, quand j'ai commencé à courir, je suis comme tout le monde, j'ai fait une connerie, j'ai failli tuer mon coéquipier. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, on ne m'a parlé que d'accident, il va falloir que je me cale, que j'arrête de me faire plaisir, et mon seul but, ce sera de gagner. Pour gagner, il faut avoir les meilleurs ingénieurs d'imagination, d'exploitation, et quand on veut communiquer, on a très peu de chances qu'on vous tende un micro si vous n'êtes pas premier. Donc, vous savez, l'automobile, c'est de l'image, mais c'est surtout du contenu d'image et de la crédibilité. La compétition, à elle seule, amène tous ces paramètres. Vous savez, dire on fait de la com, si on est cinquième, attendez, ça ne marche pas. Il faut gagner. Alors quand on gagne, c'est qu'on est les meilleurs, donc on fait de la com et c'est légitime d'en faire. Bravo. Philippe, est-ce que le monde de la F1, est-ce qu'il a beaucoup changé? Est-ce que c'était moins fric? Comment vois-tu la communication? Moi aussi, pour rebondir sur ce que disait Arnaud de la Motte, c'est vrai que le sport automobile, c'est pas que de la com, c'est un fabuleux banc d'essai de la voiture tous les jours. On l'a vu avec Kim Jun tout à l'heure, lorsqu'il a présenté l'ACF, toutes les améliorations qui sont venues grâce au sport automobile sur les voitures de série, ça c'est évident.
Et d'autre part, comme le disait Bernard aussi, je dois beaucoup à Renault. J'ai débuté en Formule Renault quand j'étais lauréat d'une école de pilotage module à Nogaro, n'est-ce pas Yves? Et donc après encore en Formule Renault, en Formule 3 avec le moteur Renault, avoir été champion de France de Formule 3, j'ai eu la chance. Alors que je m'apprêtais à être Gazar, comme Bernard Cazin qui est dans la salle là, ici, Gazar en Ile-de-France et qui a dirigé Renault Sport à Viry-Châtillon. Je suis arrivé à Viry-Châtillon non pas comme ingénieur, ce que je voulais être au départ, parce que j'étais allé voir, et c'est pour ça que j'avais fait cette école à l'époque quand j'ai eu mon bac, j'étais allé voir François Castin pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire comme école pour devenir ingénieur à Viry-Châtillon, chez Renault F1 qui dans les années 70 commençait la Formule 1, avec la théière, le teapot comme ils appelaient les Anglais, parce que le turbo explosé à la fin du Grand Prix, au début, après ils ont gagné. Et donc j'ai fait cette école et je ne l'ai pas terminée, je n'ai même pas fait mon stage de fin d'études, parce qu'entre-temps j'étais lauréat de cette école, j'ai couru en Formule Renault et j'ai eu la chance d'arriver quand même à Viry-Châtillon, donc à mes fins, mais en tant que pilote d'essai dans la Prost. Et j'ai eu comme ingénieur d'essai Jean-Jacques Litz, Jean-Claude Migeot, Gazar aussi, et donc ça a été, grâce à Renault aussi, début d'une passion et d'une vie que je ne regrette pas malgré l'accident que j'ai eu en Formule 1 20 ans après. Enfin, j'ai couru du karting à la Formule 1 pendant 20 ans, mais finalement, malgré mon accident, l'accident du Grand Prix du Brésil 89 qui m'a rendu, comme vous le voyez, tétraplégique, j'ai eu quand même une vie après, toujours liée à l'automobile. Je disais tout à l'heure la sécurité routière, qui, malgré ce qui m'est arrivé, là, ça sera à refaire, je crois que je le referai parce que je suis encore très heureux de vivre dans ce milieu-là, de pouvoir encore. J'ai même eu une deuxième vie dans l'événementiel où j'ai organisé des masters de karting à Bercy, je suis revenu aux sources, au karting, et puis maintenant, c'est mon enfant qui organise ça avec des cartes électriques, mais en tous les cas, je suis toujours passionné d'automobile et donc je dois beaucoup à Renault, mais maintenant, pour répondre à ta question, effectivement, bien sûr que les choses ont évolué, on le voit bien. Moi, à l'époque, je partais avec des moteurs turbo qui ont dépassé les 1000 chevaux, c'est pour ça qu'ils ont été interdits après. 5 bar 5 de pression, le plein d'essence au départ, il n'y avait pas de ravitaillement. Donc, on s'arrêtait au centre quelques fois si on avait un problème de pneumatique, n'est-ce pas Bruno, aujourd'hui qui est là. Tu étais à l'époque quand tu étais pilote d'essai chez Renault à Viry. Tu as connu l'équipe d'essai de l'époque. J'étais, je crois, d'ailleurs, le premier pilote. C'était une idée d'Alain Prost et de Gérard Larousse, que de se dire, les moteurs turbo, tu te souviens, ils explosaient tellement et qu'il fallait mettre au point la version Renix, à l'époque filiale de Renault, qu'il fallait faire des aérodromes, des lignes droites. Et les lignes droites d'aérodrome à Senonches, l'aérodrome devenu RVI, ensuite Renault Véhicule Industriel, il y a prescription, on peut raconter ça, mais Alain Prost, il ne voulait pas faire des aérotours sur un aérodrome. Donc ils se sont dit, pourquoi on ne prend pas un pilote d'essai de la Formule 3, de la Formule 2 pour faire ça. Et c'est comme ça qu'est né le poste de pilote d'essai, qui était le premier de l'histoire chez Renault. Après avoir fait une sélection avec les jeunes Formule 3 de l'époque, Philippe Alliot, Jean-Louis Schlesser, les frères Ferté, etc. François Guiter, qui était le grand Manitou de la filière Elf à l'époque, chez sponsor de Renault, a décidé au Castellet, avec la voiture d'Alain Prost, en novembre 82. Gilles, tu vas me le dire, parce que tu as une encyclopédie. C'était en novembre 82. Oui, d'autant plus que mon beau-père a été ton sponsor et a loué une troisième Renault voilà. Pour le Grand Prix du Portugal 84. Et Renault a engagé 3 autos. Oui, mais avant ça, 82. Pierre Blanchet, donc, qui était président de la société de location d'ordinateur Blanche Locator, beau-père de Gilles, à l'époque, qui était à la FIA, attaché de presse de Jean-Marie Ballet, je crois. Oui, c'est ça, j'ai été attaché de presse de Jean-Marie Ballet. Donc, on responsait en Formule 2, et là, François Guiterchette, pour revenir à mon histoire originale, en novembre 82, a organisé un gros volant Elf avec les jeunes pilotes français pour choisir le pilote d'essai. J'ai eu la chance d'être sélectionné parce que je connaissais très bien le circuit Paul Ricard à l'époque pour y tourner avec mon AGS de Formule 2 en 1.08 avec des jupes. Et là, je me suis retrouvé avec une Formule 1 à fond plat parce que Valès avait décidé 15 jours avant d'interdire les jupes pour l'année 83. Et je me suis retrouvé avec Alain Prost qui a fait un temps de base pour nous en 1.12. Je dis, c'est des Formule 1 qui roulent moins vite que ma Formule 2, c'est incroyable. Alors qu'on avait 350 chevaux et que les Formule 1 avaient 800 à l'époque, en 83, 800 chevaux. Et en fait, c'était inconduisible parce que c'était un dragster, bon, bref, et Alain Prost fait 1.12. Moi, j'ai eu la chance de faire le meilleur temps des 5 jeunes pilotes et sélectionné pour l'année 83, tout en restant pilote de Formule 2 financé par le beau-père de Gilles, et Gilles Tanef aussi, mais d'être le premier pilote d'essai. Et faire des essais ensuite au Castellet, puisqu'ils avaient un atelier là-bas. Et, comme le disait Gilles, parce que Van Ecclestone avait oublié que, dans sa réglementation, d'inscrire
possibilité d'interdire un troisième pilote, une troisième voiture au constructeur. J'ai eu la chance d'être inscrit en remerciement des essais que j'avais fait au Grand Prix, le disait Gilles, d'Estoril 84. Oui, c'est un grand prix dont on En se souvient troisième parce que voiture, Honda a gagné d'un demi-point. en troisième voiture, et après, le Bernie Ecclestone a décidé d'interdire, ce qui est dommage d'ailleurs, les troisièmes voitures aux constructeurs, pour réduire les coûts, je pense. Enfin, ça aurait été bien que les pilotes aujourd'hui d'essai puissent faire un Grand Prix, je pense, sur les 26 voitures sur la grille, ça serait pas mal. Au lieu de 22, mais bon voilà, les choses ont changé. Ce qui serait bien maintenant, c'est que ces pilotes d'essai, effectivement, deviennent titulaires et que ça ferait 4 places de plus sur les grilles parce qu'ils font le vendredi matin, mais c'est pas suffisant. Ils pourraient faire au moins les qualifs. Et les 4 meilleurs pourraient faire le Grand Prix. Je trouve que ce serait une bonne formation des jeunes pilotes. Et il faudrait quand même préciser qu'aujourd'hui, par exemple, Romain Grosjean tient son volant chez Lotus parce que Total paye pour lui 12 millions d'euros. Et mon beau-père, pour ton premier Grand Prix Estoril en 84, a payé à Renault 500 000 francs. Et pour Non, les ça saisons... tu confonds avec l'IG. Non, 84 Renault. Renault, c'était dans du à la roue, ça fait ça en remerciement des. Oui, on m'avait donné un petit. Non, mais ça, c'était l'année d'après, c'était en 85. Ligier, c'était. Non, mais c'est intéressant pour faire parler avec aujourd'hui. Pour Ligier, pour tes 5 Grands Prix en 85, on a payé 3 millions de francs. Aujourd'hui, avec 3 millions de francs, on fait pas une saison en Formule 3. Non, mais c'est pour montrer comment le sport automobile a évolué. Renault ne fait pas toujours un faux bruit. Renault m'a jamais demandé d'argent pour voir. Non, mais je parle de. Ligier, c'est un voleur, c'est différent. Enfin, ce que je veux dire, c'est la passion. C'est que le sport automobile a complètement évolué, puisque chez Ligier, tu as fait 5 Grands Prix pour 3 millions de francs. C'est mon bon. 5 Grands Prix. Ouais, 5 parce qu'ils ne sont pas allés en Afrique du Sud. Oui, à cause du boycott. Et aujourd'hui, pour la même somme, tu ne fais pas une saison de Formule 3. Ah ouais. Et je continue parce que l'année suivante. C'était déjà exceptionnel de la part de ton beau-père de donner ce qui faisait pas plaisir à ma femme, parce que c'était l'argent qu'elle trouvait qui partait. Mon beau-père disait que le sport automobile était un puits sans fond. Mais justement, c'est un bon sujet ça. Est-ce que le sport automobile, maintenant, c'est devenu quelque chose de tellement élitiste parce qu'il faut des masses financières considérables, des départements techniques extrêmement élevés, comme on l'a vu ce matin à la table ronde. Est-ce que justement, ce sport automobile, il n'est pas en train de prendre une image un peu irréelle de communication, très détachée de la vie de monsieur tout le monde? Et est-ce que finalement, on ne voit pas une baisse dans l'auditorat du sport automobile à cause de ça? Qu'est-ce qu'un journaliste qui a suivi depuis longtemps le système en pense? Bon, moi, j'ai commencé la F1 en 78. J'ai fait 244 Grands Prix. Tout a changé, tout a évolué. La mentalité a changé. Aujourd'hui, les paddocks de Formule 1, c'est des camps retranchés sans âme, aseptisés, où les gens se congratulent entre eux tous les 15 jours aux 4 coins du monde. Moi, j'ai écrit un papier cet hiver pour mon site autonewsinfo.com qui vient de dépasser le million d'adresses IP. Donc on a une certaine notoriété dans le monde, on est en 40 langues. J'ai écrit un papier cet hiver. L'année dernière, j'ai fait 40 reportages, j'ai fait un Grand Prix de Formule 1. Ça ne me manque plus du tout aujourd'hui de faire la F1 car il n'y a aucune ambiance. Je viens de passer 10 jours, 24 heures du Mans. Le Mans est sur place, la F1, au niveau de l'ambiance, de la notoriété, de la communication, de la décontraction des pilotes. Moi, il y a 20 ans, je prenais mon petit déjeuner dans un hôtel. Le matin, j'arrivais, que ce soit Ayrton Senna, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Keke Rosberg, Alain Prost, Niki Lauda, ils étaient seuls à table, tu leur parlais, mais I sit, you welcome. Et tu prenais ton petit déjeuner avec eux et te racontais les essais de la veille. Aujourd'hui, il faut prendre rendez-vous 6 mois avant pour être 200 journalistes à 3 questions. Il y a une raison à ça, et d'ailleurs, nos amis engagés en Formule 1 chez Renault le savent bien. Ils ont beaucoup de sponsors dans leurs écuries, que ce soit Red Bull ou Lotus. Et Bernie Ecclestone, je ne vais pas me faire un ami en disant ça, mais pour rentabiliser son paddock club, il s'est dit, tiens, on va mettre des tourniquets à l'entrée du paddock, on va interdire l'accès des paddocks, des stands et de tout l'environnement, toutes les coulisses de la Formule 1, et les sponsors de la Formule 1 qui ont beaucoup d'argent par définition parce qu'ils financent les écuries de Formule 1, nous vont m'acheter des paddock clubs pour leurs clients. C'est ce qui se passe. Et donc les écuries de Formule 1, il n'y en a que 11 maintenant je crois, et bien les 11 écuries de Formule 1 ont que 20 passes guest. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est des paddocks sans âme, complètement aseptisés sans âme. Et donc on se retrouve avec les journalistes et 20 multiplié par 11, ça fait 220 guests des écuries dans le paddock. Les autres, ils sont au-dessus des stands, avec des paddock clubs à 5 ou 6 000 $ le week-end. Les écuries de Renault, pour citer Renault, ne peut pas faire autrement que d'inviter ses distributeurs locaux, c'est dans les pays émergents, se faire connaître
ils invitent tous leurs gros clients au Grand Prix de Chine, Grand Prix du Japon. Je pense pas trouvé, M. Gillet, vous êtes obligé d'acheter du Paddock Club à Bernie Ecclestone. Il n'est pas devenu deuxième plus grosse fortune d'Angleterre derrière la reine sans son Paddock Club. Donc c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'il a accepté sans s'en rendre compte, parce qu'il ne voulait pas ça au départ. Mais c'est pour ça qu'il n'y a que des journalistes, que des gens qui travaillent à la Formule 1 et que le paddock est aussi vide. Que les coulisses ne sont pas, comme tu l'expliquais, Gilles, comme aux 24 heures du monde, tout est ouvert. Oui, ou comme aux États-Unis, et là je pense qu'on va laisser la parole à notre ce que pilote je voulais dire- américain, français, franco-américain, parce qu'aux États-Unis c'est l'inverse, le paddock, les coulisses sont Ouais, tout à ouvertes, fait, mais c'est ce et que les je pilotes sais, il y a sont 300 000 personnes. Moi Ouais, j'étais voilà. Indianapolis, Philippe, il y a 450 000 personnes à Mais Indianapolis c'est qui ça, déambulent dans les aux paddocks États-Unis. et toutes les courses Aux américaines. États-Unis c'est encore comme ça, on y Ouais. enfin les NASCAR et tout ça. Ouais. Voilà, de toute façon, la parole à Michel. Michel, Ça pouvait pas être la meilleure transition. Voilà, c'est une bonne transition. Voilà. Quand on voit les images de NASCAR, on voit des gens qui arrivent avec leur pack de buzz et qui s'installent toute la journée. Il y a une ambiance délirante et puis c'est chaque week-end, c'est le Mans quoi, en nombre de spectateurs. Comment ça s'explique? Ben moi déjà je suis obligé de reprendre un peu ce qu'a dit Bernard Darniche, malgré tout le respect que j'ai pour lui, pour tout ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il disait tout à l'heure que pour continuer dans le sport automobile, pour qu'on parle de soi, il fallait qu'on gagne. C'était peut-être vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, on peut gagner un championnat et l'année suivante arrêter de courir, malheureusement, parce que certains médias ou la fédération a décidé que vous n'étiez pas la personne qu'ils attendaient. J'en ai fait expérience, mais il y a plein d'autres pilotes aussi comme moi qui sont pas forcément très riches et qui essayent de vivre de leur passion. Donc voilà, aujourd'hui j'ai compris à ce moment-là que pour continuer dans le sport automobile, il fallait qu'on sache communiquer, qu'on fasse parler de soi d'une manière positive, bien sûr, gagner bien entendu, c'est l'objectif de chaque compétiteur, pilote professionnel. Mais si on gagne et que personne ne parle de nous, les sponsors ne viendront pas, et vice versa, et on arrêtera une carrière très tôt. Donc c'est vrai que moi je suis un peu un électron libre, je suis arrivé dans le sport automobile parce que c'était mon vœu depuis mon plus jeune âge. J'avais pas vraiment d'environnement autour qui pouvait m'aider à y rentrer. Et quand je suis arrivé justement à remporter un championnat et à voir que la fédération n'était pas très positive à mon arrivée, j'ai commencé à m'ouvrir les yeux et j'ai regardé ce qui se passait autour et j'ai découvert la NASCAR. La NASCAR, c'est un championnat aujourd'hui qui devient presque mondial, qui est mondial même, voilà, qui est le sport automobile numéro 1 aux États-Unis. C'est le deuxième sport national aux États-Unis, devant le baseball et le basketball, ce que beaucoup d'Européens ne savent pas. C'est un géant incroyable. À chaque course, il y a entre 200 et 300 000 spectateurs présents. Ça touche plus de 70 millions de téléspectateurs, 80 millions de téléspectateurs. C'est retranscrit dans 200-300 pays dans le monde. Et aujourd'hui, la NASCAR est au Mexique, un championnat au Mexique, au Canada, en Europe maintenant, puisqu'il y a la NASCAR Euro-NASCAR. En France et en Europe, puisque c'est un championnat européen. Ils ont vraiment des vues sur le monde entier. Donc d'où l'idée que j'ai eue pendant cette aventure de lancer un magazine qui s'appelle Auto US et qui est le premier magazine, le seul magazine, non pas le premier parce qu'il y a eu Speedway à l'époque, qui était lancé par le groupe Homel, Michel Homel, qui a Auto Hebdo entre autres. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et c'est en fait un magazine qui parle à 100% des sports mécaniques US, donc la NASCAR, l'IndyCar, qui redevient un grand championnat. En plus, il y a 3 pilotes français de très grand talent, puisqu'il y a Simon Pagenaud, Tristan Vautier et Sébastien Bourdet, qui était en Formule 1, et qui attire de plus en plus de médias. Mais c'est vrai que la NASCAR reste le championnat numéro 1 aux États-Unis. Voilà. Je voudrais intervenir et soutenir aussi ça, où je m'inscris un peu en faux par rapport à ce qu'a dit Bernard sur le fait de devoir gagner. Ça, c'est une posture, on va dire, de concurrent. Mais en tant qu'accompagnant aujourd'hui, ça nous a beaucoup coûté de rester sur cette fameuse stratégie de la preuve, c'est-à-dire de commencer à en parler qu'à condition que les résultats soient là. Ça nous a beaucoup empêché.
Et je veux raconter ça parce que ça a été le retour de l'épopée des 24 heures du Mans avec Peugeot, sur lequel on a été extrêmement performant, et on a finalement été très peu communicant par rapport à l'exploit que ça a été. Et aujourd'hui, il faut intervenir bien plus en amont pour raconter l'histoire, créer du contenu, à quel point c'est difficile, à quel point ça demande du travail, etc. Et on peut très bien vivre en com en se détachant quelque part du résultat et en laissant l'outil principal, c'est-à-dire et en laissant le résultat venir récompenser la chose. C'est risqué, bien évidemment, parce que le résultat on ne garantit pas. Mais aujourd'hui, prenons l'exemple de Pikes Peak. Avant même qu'on aille à la course, la mission com elle est faite. On a raconté l'histoire, on a partagé l'image. Aujourd'hui, on a fait vivre quelque chose qui n'était rien. Et à un moment donné, on ne va pas insister, on laisse le résultat se faire. Ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont plus modernes et qui sont aussi la leçon de l'histoire. Parce que dans le passé, ce n'était pas cette attitude-là qu'on avait et ça nous a un peu empêchés. Quand vous avez des feedbacks sur l'appréciation du public vis-à-vis du sport, vis-à-vis de vos performances en études, par exemple en marketing, par exemple Arnaud en marketing. Oui, j'ai des chiffres, hein. Enfin, on fait des études, bien sûr, on mesure, d'abord on fait des études, des enquêtes, j'ai quelques chiffres là, qui sont là, vous voyez, aujourd'hui 88% des personnes interrogées disent que l'image de Citroën est plus sportive grâce à WRC. Donc ça c'est une enquête France. J'ai d'autres chiffres, on voit bien qu'aujourd'hui sur 100 retombées médias pour la marque Citroën en France, 40 concernent WRC, 40 concernent le sport, donc c'est quand même conséquent. En Argentine par exemple c'est 30, en Allemagne c'est pratiquement 20%. C'est un pays où justement on a besoin d'exister et de progresser en notoriété. Donc bien sûr que ça nous sert, oui bien sûr. Maintenant, sur le débat qui a eu lieu juste avant, j'ai mon opinion, mais je pense que quand on va dans le sport et quand on va dans la compétition d'une façon générale, c'est pour gagner. Toujours gagner. Ce que je voudrais dire, chez Renault également, on fait des études régulièrement. C'est vrai qu'on a le débat sur la Formule 1 et je pense que la Formule 1 est en train de se transformer également. Et on parlait tout à l'heure de belles histoires à raconter. Et c'est vrai que l'année prochaine, on va vivre une révolution dans la Formule 1 puisqu'on va changer la motorisation pour aller vers un moteur beaucoup plus propre puisqu'il va réduire la consommation d'essence de 40%. Donc avec l'adjonction de la puissance électrique. Et c'est vrai que cette partie-là, je prends l'Inde qui est un bel exemple, puisque l'Inde a son Grand Prix depuis 2 ans, et la notoriété de Renault est multipliée par 4 en une année, entre le début de l'année 2012 et la fin de l'année 2012. Et pour nous, c'est un point très important, puisque ce sont des marchés qui, en termes de croissance automobile, sont stratégiques pour nous. Donc on mesure à la fois effectivement notre taux de notoriété dans ces pays-là, et puis dans les pays européens, on va mesurer l'amélioration et effectivement l'attribut de la marque Renault et la sportivité, la technologie, et on voit que sur tous ces attributs-là, Renault progresse beaucoup plus vite dans les gens qui sont passionnés de F1 et qui regardent la F1 que ceux qui ne considèrent pas du tout la F1 comme un sport à part entière. Que ce soit Renault ou Citroën, il faut dire aussi qu'ils ont la chance de s'appuyer sur l'homme et sur des pilotes d'exception, parce que c'est vrai que les résultats qu'on vient d'entendre d'Arnaud de la Motte, c'est quand même grâce à une exception qui est Sébastien Loeb. C'est quand même un pilote vraiment qui a dépassé, au niveau résultat, avec 9 titres de champion du monde, je crois. Bon, maintenant, il y a Christensen qui a 9 victoires au Mans, il y a peut-être Schumacher qui a 9 titres en Formule 1. Et bon, Renault, en ce qui concerne Renault, il y a eu Alonso, maintenant il y a Vettel. Et je crois que c'est beaucoup aussi là-dessus que se forme l'image du constructeur. Le petit pilote français, Charles Pic, de nombreux gens sont là pour nous aider. Mais là, mais il y a pas que la Formule 1. Loeb a fait énormément pour l'image de Citroën parce qu'il y a 10, 15, 20 ans, Citroën c'était des voitures de pépère. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui roulent en Citroën parce que Loeb les a fait rêver. Oui, Loeb a complètement dépoussiéré l'image de Citroën. Il y a 10-15 ans. Il y a plein de jeunes aujourd'hui qui rêvent de rouler en DS3 et c'était impensable il y a 20 ans qu'un jeune roule dans une Citroën. C'était la voiture de son grand-père. Oui, il y a l'homme, bien sûr, il y a la victoire. Il n'y a pas non plus que ça.
Il y a aussi des belles voitures qui font rêver. C'est vrai, le design est chouette, mais l'image a été rajeunie grâce à l'œuvre pour les jeunes. Et l'hub a été un formidable vecteur pour notre image, c'est ce que je disais tout à l'heure, et un formidable vecteur d'amélioration. Je ne sais pas si on peut dire, enfin, bien sûr qu'on peut dire qu'on a la chance d'avoir Sébastien Loeb, mais justement, cette chance, on l'a su, Loeb a la chance de rouler aussi. Et puis, on a su aussi le détecter, le faire monter en compétences, progresser avec lui. On a gagné avec lui et lui avec nous. Et Loeb, c'est quelqu'un qui veut gagner. C'est quelqu'un qui veut gagner. Il a une mentalité de gagneur. Vous connaissez un pilote qui ne veut pas gagner? Mais non, vous parliez tout à l'heure de est-ce qu'il faut gagner ou pas. C'est pour ça que je rebondis. Non, mais il faut, je vous disais que tous les pilotes veulent gagner, et c'est bien sûr, c'est la priorité qu'on a quand on se lance dans la compétition. Maintenant, malheureusement, de gagner, ça ne suffit pas. Jusqu'à un certain point. Dans les formules de promotion, je connais beaucoup de pilotes qui auraient pu être en Formule 1 aujourd'hui et qui n'y sont pas, parce qu'ils sont arrivés après la Formule 3. Là, d'un coup, on vous demande des budgets qui passent d'un certain montant à des millions d'euros. Et pour des jeunes pilotes qui ne sont pas fortunés ou qui ont des connexions importantes, trouver 100 000 euros, 200 000 euros, c'est extrêmement difficile, surtout en ce moment. Mais trouver 1 million d'euros, c'est impossible. Moi, dit Michel qui est en dessous de la vérité. Aujourd'hui, les tarifs en Formule 3, une saison de championnat de Formule 3 Europe, c'est 400 000 euros. Un pilote pour faire une saison d'endurance, 24 heures du Mans compris, dans une petite écurie, ça va entre 300 et 400 000 euros par pilote. Ils sont 3 dans la voiture. En World Series Renault, par exemple, chez vous, chez Renault, une saison dans une petite équipe où vous n'avez aucune chance de gagner, puisque moi je connais les pilotes qui sont dans ces équipes et qui sont devenus en endurance, comme Nelson Pensiatici. Ces sponsors ont payé pendant 3 ans entre 600 000 et 800 000 euros dans une équipe secondaire. Pour être dans un top team, Red Bull, par exemple, l'équipe qui est soutenue par Red Bull, ceux qui gagnent avec les Red Bull en World Series, c'est 1 500 000 euros. Et les gamins, ils ont 19 ans. Justement, on parlait des filières, justement, Citroën, Sébastien Loeb n'a jamais payé un centime pour courir. C'est l'exception. C'est l'exception. Les pilotes Red Bull n'ont pas payé un centime pour courir parce qu'ils sont dans la filière Red Bull. Les pilotes Elf non plus, à l'époque, quand Elf avait sa filière en France, malheureusement, depuis qu'ils ont été rachetés par Total, ils n'ont plus de produits grand public, d'essence, donc ils ne font plus de sponsoring, mais il y a des filières, et donc c'est là où la filière, elle est pour Renault avec EL, 40 pilotes. Citroën avec Total ont des filières qui ont permis quand même aux pilotes talentueux d'arriver au sommet sans avoir centime. Il faut payer pour être pilote de Formule 1. Mais tu prends Romain Grosjean aujourd'hui, s'il est chez Lotus, et Eric Bouillet et Gérard Lopez ont clairement dit que c'est parce que Total avait fait un chèque de 12 millions d'euros depuis 2 ans, sinon le Romain Grosjean n'était pas pris. Et il a du talent, mais à talent égal, on prend l'argent en premier. Sébastien Loeb aussi a eu la chance d'avoir Jacques Régis, qui était un fan de rallye, qui aimait beaucoup le rallye et qui l'a énormément soutenu. J'enlève pas le talent de Sébastien Loeb, bien sûr que Sébastien Loeb a beaucoup de talent, mais ce que je veux dire, c'est que si à un moment vous n'avez pas quelqu'un qui vous soutient au plus haut niveau, ce qui a été le cas de Philippe Streich, si mon beau-père m'avait pété la zampe. Non mais Philippe, faut dire les choses, si mon beau-père n'avait pas été là, c'est pas Yves Tagouel qui avait le volant. Pourquoi l'IGF l'a pris, c'est parce qu'on a apporté un chèque. J'ai fait une erreur parce que même Sébastien Loeb a eu le soutien d'un ami régional, Dominique Hals. Champeau, donc au tout départ, mais il a tout de suite été relayé par Citroën qui l'a amené au sommet. Et Dominique Hals, que moi je voudrais faire une remarque pragmatique. Derrière tout ça, on a les meilleurs résultats en vendée automobile, on a le meilleur moteur au monde, on ne peut pas le contester. Et pourquoi l'industrie automobile française est-elle en décrépitude? Question que je pose. En ce qui concerne Peugeot, moi j'ai mes amis étrangers qui me disent que Peugeot a des super autos, sauf que 80% de la gamme Peugeot c'est du diesel et qu'on ne vend pas aujourd'hui de diesel dans les marchés émergents. C'est ça la vraie réponse de Peugeot, c'est ça. Pourquoi Peugeot aujourd'hui a des difficultés, c'est que 80% de la production Peugeot est du diesel et dans tous les nouveaux marchés émergents, il n'y a pas de diesel. Il n'y a pas de diesel aux États-Unis. On reste quand même dans le sport automobile. Dans le sport automobile, il y a quand même un point qui est critique, qui est utile, c'est est-ce que c'est un spectacle de gladiateurs? Et là, je vais être très franchement, très provoquant. Est-ce que
une des raisons du succès du sport automobile, c'est pas finalement que les gens risquent leur vie et quelque part on attend le crash. Alors je te pose la question, Philippe. Est-ce que tu penses qu'il y a un côté malsain dans la J'ai dîné samedi soir avec Yves June, qui est ici, là, au premier rang, qui a parlé de l'ACF tout à l'heure et qui est donc ancien directeur du sponsoring de Motul, jusqu'à il y a peu de temps, il y a 2 ans. Ouais, enfin, je faisais pas que ça. Et nous avons donc dîné samedi soir au Mans. De quoi on parlait samedi soir au Mans, et de quoi on m'a parlé dimanche quand je suis rentré à Paris, et toute la semaine qui vient de s'écouler, du décès qu'il y a eu au Mans. C'est-à-dire qu'on parle que de ce malheureux pilote danois qui s'est tué au volant d'une Aston Martin. C'est le seul, je ne sais pas si Hervé Guillaumard tout là-haut pense la même chose, mais je trouve que c'est dommage qu'on ne parle effectivement, on a l'impression qu'effectivement les médias, on a parlé des 24 heures du Mans cette année que par rapport à l'accident mortel de ce pilote. On n'a pas parlé du résultat, je ne sais pas, c'est vrai un petit peu que c'est du voyeurisme, je ne sais pas ce que c'est, mais... Michel, aux États-Unis, les décès au NASCAR, ça a été très très loin au niveau du gouvernement. Exactement, j'étais à Daytona cette année pour la première course du championnat NASCAR où je participais et j'étais le seul français. Je fais le meilleur temps des derniers essais juste avant la course, ce qui n'avait été jamais fait par un pilote français, même européen. Aucun média important n'en a parlé. L'équipe quand même, oui, en a parlé, ce qui était déjà pas mal. Et il y a eu en fait un énorme accident. C'était dans une autre série. Moi j'étais dans les pits, donc on a vu tout ce qui s'était passé. Il y a une voiture qui a décollé, qui a arraché une partie du grillage. Et c'est vrai que ça, quelque part, ça rappelait l'accident qu'il y avait eu au Mans en 55, si je ne me précise. Donc c'est vrai que on a eu très peur que le public soit touché. Donc pour revenir là-dessus, je pense qu'il faut des belles images de sport automobile et pas d'accident pour que les télévisions, les médias s'intéressent, parce qu'il faut que... TF1 on a parlé, le 20h on a parlé, ils ont parlé de cet accident, ils ont montré les images, et à aucun moment ils ont dit qu'il y avait un pilote français qui courait, donc c'est quand même triste d'arriver à parler d'une série. Mais pareil, le week-end dernier, on n'a pas dit que sur TF1 que Audi avait gagné, on a dit qu'il y a eu un mort au Mans. Il n'y a pas que TF1, tout le week-end, depuis samedi 15h, l'accident est arrivé à 15h09 de ce pauvre Simonsen. À partir de 16h, toutes les radios, toute la journée, toutes les télés, y compris les chaînes du Cap, on parlait que de ça jusqu'à dimanche soir. Et ça a fait la une en couleur de toute la PQR, tous les grands projets j'étais au Mans. J'ai vu à la salle de presse, toute la presse PQR, presse quotidienne régionale, c'était la une de tous les canards de France. Pas que le Ouest France ou le Maine Libre au Mans, mais toute la presse quotidienne française, et bien sûr la presse étrangère aussi, et sur le net. C'est cette image du sport automobile qui rend les pilotes un peu gladiateurs, qui leur donne une image un peu particulière. Et peut-être que c'est de là que vient l'intérêt pour le sport automobile, je ne sais pas, et que les spectateurs se déplacent. Ça, c'est aux communicants qui est je ne sais pas pourquoi les pilotes automobiles. C'est vrai qu'aujourd'hui la sécurité est devenue très importante. On a énormément progressé depuis 30 ans et on peut qu'en être satisfait et heureux. Mais c'est vrai qu'il y a certains pilotes aujourd'hui qui roulent en pensant qu'ils sont invincibles parce que la sécurité les protégera toujours. Bon, moi j'ai toujours couru en me disant faut pas que je casse la voiture parce que j'ai pas les moyens de la faire réparer si ça se passe. C'est comme ça que je pense à la sécurité aussi peut-être, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport dangereux, comme n'importe quel autre sport. Moi c'est vrai que quand je vois le Tour de France cycliste, quand je les vois descendre des montagnes, j'ai bien plus peur que de voir des pilotes courir en voiture. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect du danger, il ne faut pas l'oublier, il faut que certains pilotes ne l'oublient pas aussi. Oui, mais de toute façon, quand on est pilote automobile, c'est par passion. Bien sûr. Pas tous les pilotes. Enfin, tout le monde le sait bien, on occulte de l'accident, sinon on ne peut pas se Je suis très vieux. J'ai arrêté de courir à 35 ans, juste au moment où on se trouvait trop sain. Je suis un des rescapés, j'ai des photos entières où on est 10-12 sur la photo, on est plus que moi de vivant. J'ai vécu cette époque où on partait, par exemple, on savait qu'on consommait 100 litres au 100 avec les groupes B. C'était simple, on avait 100 km à faire, on partait avec 100 litres. On avait 300 km à faire, on partait 300 litres. Et on savait que si on tapait, on était mort. Il n'y a pas d'alternative. On a vécu avec ça. Je pense que ça a fait la réputation du sport automobile, au même titre que le cirque a eu ses
cette espèce de culture du succès, parce que des trapézistes sont tombés à un certain moment, parce que quelque part on ne peut pas nier, on est dans les sociétés modernes où le mot mort devient interdit. Et d'un seul coup, dans un domaine précis, d'un seul coup on parle de mort. Et évidemment, ça intéresse. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours été le contraire d'un abruti, j'ai toujours été très sensé, je suis très opportuniste et j'ai compris que l'automobile pouvait m'apporter, comme on dit, l'ascenseur social. J'en ai profité, je continue à en profiter d'ailleurs, mais j'ai toujours fait beaucoup de discernement et je me suis interdit, sans arrêt, à part le premier accident où je me suis brûlé les pattes, comme on dit, d'aller au-delà de ce que j'estimais être raisonnable. Et je n'aurai pas le temps de développer tout ça, mais toute cette politique de sécurité routière est partie d'une conversation que j'ai eue avec Jacques Chirac, auquel j'ai dit, il y a un dossier sur lequel le politique doit gagner, le seul dossier où il y a une certitude de gagner, monsieur le Premier ministre, c'est si vous vous emparez de la sécurité routière. Parce que quoi qu'on fasse, les constructeurs vont tellement travailler, les infrastructures vont tellement évoluer, la médecine d'urgence a tellement évolué que d'année en année, vous aurez des résultats qui vont s'améliorer. Et vous pourrez dire que ce dossier, c'est grâce à la politique. Ça a totalement été dénaturé, les constructeurs n'ont pas compris le danger qu'il y avait derrière pour ça. Et aujourd'hui en France, on est devenu à cause de cette espèce de posture politique autophobe dans un système schizophrène qui n'a pas de sens, avec les conséquences que l'on connaît sur les constructeurs automobiles, etc. C'est pas un coq à l'âne que je fais. Hein. Et M. Chirac m'avait interpellé parce que, je peux le rappeler, c'est comme ça, j'ai gagné 87 rallyes, je me suis sorti de 2 fois de la route, tout au départ de ma carrière. Et il se servait de moi comme exemple pour porter le message de lucidité dans un milieu dangereux, dans les écoles, en disant, voyez, un pilote qui gagne tous les dimanches, eh bien, il peut aussi être performant en étant dans un système de risque tout à fait maîtrisé. Très intelligent de sa part. Sauf que je ne pensais pas qu'il dénaturerait les paroles que j'allais lui dire et qu'il s'en sert à un profit politicien dont aujourd'hui on paye tous les conséquences. Non, Bernard, s'il n'a pas de sens pour tout. Sur les mots qu'a prononcé Bernard, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend les mots danger, risque. Alors moi, je pose la question aux communicants. Dans l'automobile, quand on utilise danger, risque, est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce que quelque part, le sport automobile dans vos maisons, c'est pas un peu le mouton noir par rapport à la grande communication, sécurité, pas de danger, zéro mort, principe de précaution, tralala, que nous connaissons actuellement? Est-ce que vous n'êtes pas un peu en porte-à-faux quand on parle de sport automobile dans vos maisons par rapport à la communication du reste de la marque? Qui se lance? Arnaud. Je vais répondre, oui. Non, on ne vit pas cette contradiction dans la communication. Quand vous dites risque, bon, évidemment, on va éviter d'utiliser des mots négatifs, mais quand vous dites risque, ça me fait penser au mot chinois, puisque j'étais en Chine encore récemment. Vous savez, il y a une double signification dans le mot chinois, c'est risque-opportunité, c'est le même sinogramme, c'est le même mot. Donc on voit plus l'opportunité, ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'on disait dans les premières questions que vous posez, c'est-à-dire qu'est-ce que nous offre le sport automobile, qu'est-ce qu'offre au grand public le sport automobile, en termes de dépassement de soi, en termes de visibilité, en termes de notoriété, en termes de victoire, en termes de compétition. Mais on n'est pas là à imaginer, on voit bien les clients, les enquêtes ne montrent pas du tout cette incohérence, cette contradiction, et ce n'est pas forcément le lien avec danger et risque. C'est plutôt la passion, l'aventure, toutes ces... Alors, quand vous posiez votre question d'avant, on a parlé du traitement médiatique du Mans, etc., mais j'ai l'impression que votre question était plutôt entre les pilotes. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Je me disais, mais je pense que vous avez plutôt posé la question, est-ce qu'entre les pilotes, il y a une mentalité de gladiateur? Entre eux. Et moi je me disais, non, je pense pas, je pense qu'il y a plutôt une mentalité de chevalier, de chevalerie. Alors, parce qu'un gladiateur, il lutte pour sa survie, il sait qu'il y en a un des deux qui va y rester, et c'est une compétition à mort, c'est qu'à de le dire. Chevalerie, c'est autre chose. Il y a des règles, il y a des gestes, et donc c'est aussi ce que voit tout le monde, vous, nous, tous ceux qui aiment le sport, tous ceux qui aiment l'automobile, et tous nos clients, tout le public, quoi. C'est ces valeurs-là qu'ils voient. Hein, je crois que nous, notre devoir de communicant, c'est justement de montrer que le sport, comme l'avait fait Pierre de Coubertin pour les Jeux Olympiques, ce sont des valeurs qui élèvent, qui font grandir.
qui est sublime. Moi, c'est ce que je vois chez Sébastien Loeb. C'est ce que je vois chez les grands champions que vous êtes quand je vous écoute. C'est Fangio qui fait signe de ralentir. De toute façon, il n'y a pas que dans le sport automobile que c'est vrai, dans toute activité, pour réussir, il faut prendre des risques de toute façon. Donc, il y aura toujours cette vérité. Et donc, un entrepreneur qui ne prend pas des risques, il ne réussit pas. Voilà. C'est la vie, tout court. La vie, et d'ailleurs, le sport automobile est une bonne école de la vie. Et c'est pour ça que moi, j'en ai parlé souvent avec Bernard Darniche, ici présent, malgré que je travaille en conseiller du délégué interministériel de la sécurité routière qui encore fait passer des permis à Philippe, 18 ans d'expérience. la langue de bois, il dit comme ses ministres quand il est avec nous, il dit exactement comme moi quand il est avec moi. Voilà. Non, mais je suis d'accord avec toi de dire qu'on n'apprend pas à conduire à 18 ans, on apprend à conduire jeune. Il faut apprendre aux enfants les règles de la sécurité routière très jeune. D'ailleurs, ça a été une partie de ma reconversion, puisque dès que j'ai eu mon accident, j'étais sponsorisé par une marque de vêtements pour enfants Jacadi, et j'ai organisé le Jacadi Trophy pendant 10 ans, qui était de sensibiliser les jeunes de 7 à 13 ans à la sécurité routière. Il y a un mot qu'on a tous oublié parce que quand on a la plus belle des choses devant nous, on n'y pense plus, c'est le mot liberté. Liberté d'aller et venir, la mobilité. C'est inscrit dans la Constitution, au même titre que l'apprentissage intellectuel, c'est inscrit dans la Constitution. Et à force de voir cet instrument de liberté que l'on appelle l'automobile, qui amène justement cette possibilité d'aller et venir, on a fini par oublier l'intérêt qu'elle avait pour nos sociétés modernes. Et là, je m'adresse aux constructeurs automobiles qui n'ont pas compris suffisamment tôt que c'était un instrument politiquement extrêmement sensible et qu'il fallait créer des contre-pouvoirs pour ne pas laisser faire tout n'importe quoi au pouvoir public. Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la présentation de l'ACM, de l'Automobile Club de France, j'aurais aimé que cet Automobile Club se transforme petit à petit, puisqu'on l'a dépouillé de ses pouvoirs, en Automobile Club des Français. On n'en sera peut-être pas là aujourd'hui. Regardons l'Allemagne. Exactement, la date. On va en parler tout à l'heure. Comment ça se passe, évidemment. Ce que je voudrais ajouter sur l'aspect passion, ce que la passion peut amener à faire et à vous mener. Pour moi, ce qu'elle m'a amené à faire, c'est vrai qu'à l'âge de 11 ans, elle m'a amené à faire le double des clés de la voiture de mon père. Ça, c'est pas terrible. On n'avait pas les moyens de me faire du karting, donc ma mère avait une petite auto Bianchi, donc je prenais l'auto Bianchi le soir et je montais vers la montagne. J'allais pas en ville pour faire l'idiot, voilà. Mais c'est comme ça que j'ai appris à conduire, dès l'âge de 11 ans, 12 ans. Un jour, malheureusement, il y a eu un éboulement sur la route, donc j'ai pris une pierre et donc je me suis fait un peu avoir comme ça. Et puis voilà, et puis la passion m'a poussé à découvrir les États-Unis, alors que j'ai arrêté les études à l'âge de 15 ans. J'ai tout appris sur le tard, comme on dit, américaine. J'étais intéressé par ce championnat parce que j'avais juste envie de piloter une voiture, peu importe laquelle. On m'aurait donné une 4L ou une Formule 1, j'étais heureux avec n'importe laquelle. C'est vrai que la NASCAR pour moi me paraissait incroyable. Les États-Unis, c'est un continent immense qui passionne beaucoup d'entre nous, je pense. Et quand j'ai vu qu'en Europe j'allais arriver à rien du tout, je suis parti vers les États-Unis tout seul. J'ai pris mon petit baluchon, je parlais 3 mots d'anglais. Je suis allé voir les plus grands patrons d'équipe qui était Joe Gibbs, entre autres, qui est une sommité aux États-Unis, qui a gagné le Super Bowl, la plus grande épreuve de football américain, et qui a acheté une équipe de NASCAR et qui a gagné le championnat NASCAR plusieurs fois, qui m'a reçu avec une énorme amitié, qui m'a donné 20 minutes de son temps, alors que je ne pense pas que Ron Dennis, si j'allais dans les paddocks de Formule 1, me donnerait une seconde de son temps. Voilà, j'arriverais même pas à y rentrer. Et voilà, j'ai découvert la NASCAR, cet environnement passionnant, ce pays incroyable où les gens vous reçoivent chaleureusement. J'ai à chaque fois Pendant que tu parles, on va essayer de mettre le film. Non, ouais, le paradoxe, parce que Michel, on a eu la même formation. Moi, je suis grenoblois. Pourquoi il y a tant de pilotes à Grenoble, que ce soit de rallye ou de Formule 1, je parle Olivier Panis, René Arnoux, Bruno Sabi, Bernard Béguin, avant ça, Johnny Servos-Gavin, etc. Parce qu'on a tous fait comme toi. Moi, avec Bertrand Ballas, mon ami d'enfance, on piquait les voitures la nuit de nos parents à 13-14 ans et on partait en Chartreuse parce qu'on a 3
Bernard connaît bien toutes les spéciales du Monte Carlo autour de Grenoble, et on les a faites à 14 ans sans permis. Donc ce qu'il faudrait pour la CF, c'est de fédérer tous les circuits français, et au lieu que les jeunes aillent apprendre comme ça sans permis sur les routes, eh bien c'est d'aller faire des écoles de conduite sur circuit et d'apprendre au moins les réflexes aux jeunes par le karting. La DAC fait ça, bon, elle fait ça un tout petit peu avec les écoles françaises de karting, il y en a une vingtaine en France, mais c'est pas suffisant. Et ensuite passer effectivement de façon systématique à former au réflexe. Le cerveau d'un jeune est une éponge avant 10 ans. C'est pas un hasard si tous les sportifs, quel que soit le sport, ont commencé leur sport à 5-6 ans. Et les pilotes de Formule 1, ils ont tous commencé par le karting à 5-6 ans, parce que c'est le seul sport adapté. Voilà. Donc c'est pas un hasard, il faut apprendre des réflexes avant 18 ans, avant d'aller à l'auto-école à 18 ans. Moi je me bats depuis 2007, Bernard, contrairement à ce que tu dis, j'essaye de pousser ça. La sécurité routière fait ça, mais il dit que ça coûte trop cher. Alors maintenant je leur fais acheter des simulateurs, parce qu'on apprend à piloter des avions avec des simulateurs, pourquoi pas apprendre aux enfants à l'éducation nationale à conduire avec des simulateurs, mais bon, même ça ils ne veulent pas. Et ils disent que le karting c'est trop cher, donc c'est peut-être la CF effectivement, ou des structures comme ça, de reprendre tous les circuits français, de faire des écoles un peu de partout et apprendre aux jeunes à acquérir les réflexes avant tout. Je vous propose qu'on continue après le film sur cette image des jeunes du sport automobile. On regarde. qu'on était sur la bonne voie. Et le monsieur avec la casquette rouge, ça a été mon premier agent aux États-Unis qui a cru en moi et qui m'a aidé à trouver des soutiens. Et le deuxième est dans la salle. Je lui donne quelques cheveux blancs. C'est la dernière, mais pour le reste. Bon, écoutez, merci. Alors justement, revenons sur le problème des jeunes, parce qu'en fait c'est vrai que nous, on cherche toujours à avoir une image de l'automobile vis-à-vis des jeunes, hein, cette génération Y qui soi-disant ne s'intéresse plus à l'automobile. Je dis soi-disant parce que
on parle un petit peu trop de la jeunesse de Paris intramuros, on oublie un petit peu la jeunesse de nos campagnes qui sont en voiture, n'a aucune existence sociale. Donc il faut rester prudent. Sur ces jeunes, le sport automobile, ça passe toujours par le traditionnel. Alors, évitons effectivement les vols de voitures aux parents ou les dérapages de Sébastien Loeb sur les parkings en Alsace. Est-ce que ça passe toujours par ce karting qui visiblement fait les champions à Tire-Larigot? Ou est-ce que maintenant on a cet engouement délirant pour les jeux vidéo de voiture qui sont les jeux les plus vendus en jeux vidéo? Est-ce que quelque part ça c'est en train de changer pour les jeunes? Il y a un bon exemple. Je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans parce que j'ai deux petits-fils. Je ne voulais absolument pas. Ils ne savaient pas que j'étais un ancien pilote, le plus grand, qui a 14 ans maintenant. Parce que chez moi, il n'y a pas de coupe, il n'y a rien, on ne parle pas de tout ça. Je ne voulais surtout pas. Avec deux petits garçons, évidemment, j'avais un risque énorme. C'est qu'il demande à aller dans ce truc-là. Je connais trop les coulisses et je ne voulais absolument pas qu'ils viennent. Et puis, il est arrivé que l'année dernière, il m'a dit Papou, il faut le kart, je veux faire du kart. Et je suis, cette année, je vais partir dans 3 jours, deuxième manche du championnat de France. Mais peu importe tout ça, quand on voit la capacité d'apprentissage de ces gamins qui conduisent sur de l'eau en slick, le talent que ces gamins ont, ils intègrent des mouvements tout à fait, comment dirais-je, habituels comme respirer pour eux. On en ferait des conducteurs de tous les jours, mais avec une capacité à absorber l'imprévu, parce que c'est bien ça, à éviter l'accident, c'est définir l'imprévisible et l'imprévu. Et ces gamins ont un talent, parce qu'ils ont démarré très jeunes. Le fils de Mika Hakkinen a commencé le kart à 5 ans. Il faut voir le talent de ces gamins. Ils connaissent maintenant la marche et le dialogue avec les ingénieurs de très haut niveau, parce qu'ils ont l'acquisition de données comme sur une F1. Ils sont déjà dans une logique, comment dirais-je, positive de l'automobile. Et si nous avions eu la chance de former tous ces gamins, alors bien entendu, on ne forme pas tout le monde, mais on aurait un noyau dur qui ferait que l'automobile serait de nouveau un instrument honorable. C'est pas ce que je ressens en France. Aujourd'hui, l'automobiliste en particulier, s'il n'est pas un futur délinquant, il est au minimum un pollueur. On en est arrivé à ce genre de contradiction qui est une destruction pour notre économie et pour la consommation évidemment. Et je crois que la fédération a bien compris ça et a mis en place, d'ailleurs Philippe le sait, des systèmes de cartes à disposition, de cartes électriques, etc., pour redonner finalement de la légitimité à pouvoir se servir intelligemment d'un instrument mécanique qui, quand il est bien utilisé, n'est pas plus dangereux qu'autre chose. Au moins, si tes petits-fils ne sont pas champions, je leur souhaite, mais au moins ils seront de bons conducteurs. Et moi, je le vois avec les Jacadiens. Pendant 10 ans, j'ai fait passer 20 000 enfants par an au Jacadi Trophy. On a des retours maintenant qu'ils ont le permis de conduire. Il y a un taux d'accident qui est plus faible que la moyenne. Et ça, c'est évident qu'ils conduiront mieux. Ils vont éviter. C'est pas l'auto-école qu'on apprend à glisser sous la neige ou à éviter, ou à faire un freinage d'urgence ou lorsqu'il pleut. Enfin, en ville, on apprend à conduire en ville. Dans les zones rurales, on apprend peut-être à conduire sur autoroute, mais vice versa, c'est pas vrai. Et malheureusement, moi qui travaille à la sécurité routière, je me bats avec notre sous-direction d'éducation routière pour faire évoluer le permis de conduire et l'adapter aux jeunes et passer l'éducation routière à l'éducation nationale. Alors, on se heurte au lobby des auto-écoles en ce moment, mais on va y arriver. Je pense que je suis sûr que c'est l'avenir et qu'on parlait des jeux vidéo. Il y a un exemple très intéressant pour les jeux vidéo, Philippe, c'est que l'année dernière, aux 24 heures du Mans, PlayStation a engagé un pilote sur la Nissan Cinéatech de Philippe Sino, qui n'avait jamais fait une course automobile de sa vie. Il a gagné le concours PlayStation sur les simulateurs. Ça s'appelle Jordan Tresson. L'éducation nationale peut acheter des simulateurs et peut apprendre à conduire aux jeunes avec des simulateurs. Et depuis que je dis ça, depuis 5 ans, on me dit ouais, c'est trop aux jeux vidéo, mais là c'est la preuve que. Et Jordan Tresson donc, a disputé les 24 heures du Mans 2012 sans jamais avoir fait une course automobile de sa vie, qu'en étant sélectionné vainqueur du concours simulateur PlayStation. On apprend à piloter des avions et des simulateurs, il n'y a pas de raison que les voitures soient pareilles. Donc ça c'est évident. Et pas pour répondre à la question du karting, comme le disait Bernard, j'ai quand même quelque chose que, en tant qu'organisateur des Masters de karting de Bercy, comme c'est une manifestation qui dure 4 heures, c'est un spectacle, en fait c'est un sport-spectacle, il fallait qu'à côté des stars, des pilotes de Formule 1, des stars que sont Sébastien Ogier, Sébastien Loeb
il y a 2 ans du RDF Master, j'ai, comme toujours pendant 10 ans, les F-Masters devenus RDF Master ont une catégorie des meilleurs juniors du monde. Je demande à la fédération, parce que moi je ne connais pas les meilleurs juniors du monde des 14-16 ans, de les sélectionner pour moi, dans le monde entier. La CIA, donc la FIA-CIK, pardon, Commission internationale de karting, sélectionne pour moi, c'est notre partenariat, les 20 meilleurs juniors du monde. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé depuis que j'organise cette manifestation de 93 ? Bon, il y a eu David Tarien, il y a eu au début il y a Sébastien Bourdais qui ont gagné cette compétition junior à Bercy. En 97, c'est Jenson Button qui avait 14 ans, champion d'Europe de karting, qui a gagné. Oui, attends la liste. 97, Jenson Button. 98, 14 ans également, Fernando Alonso, petit jeune espagnol qui a fait la pole et qui a gagné devant les 20 mètres hautes meilleurs juniors du monde, à karting équivalent, hein, et sur la même piste à Bercy. En 99, Robert Kubica, 15 ans. En 2000, Lewis Hamilton, 15 ans. En 2001, Sébastien Vettel, 14 ans, devant Nico Hülkenberg, 14 ans aussi. J'ai arrêté après le F-Master parce que la fédération par Total a arrêté. On a recommencé avec les heures d'F-Master. Et là, c'est un pilote managé par Nicolas Todd, Charles Leclerc, un Français qui a gagné en junior. Je souhaite de même sorte que ses prédécesseurs vainqueurs de Bercy en junior, du karting de Bercy en junior. Est-ce qu'il y a changé Ça prouve que le kart, quand même, ils sont tous devenus champions du monde de Formule 1. En tout cas, pilote de Formule 1 est talentueux. Donc, et ils étaient à 14 ans déjà les meilleurs en karting. Donc ils avaient commencé très jeunes et qu'à 14 ans, ils avaient déjà le talent et la capacité pour devenir pilote de Formule 1 et bien conduire sur la route, bien sûr. Et ce qui a changé par rapport à ton époque, il y a 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, tu es sur une grille de départ de World Series Renault GP2. La moyenne d'âge, c'est 17 ans. Ah oui, GP2, donc c'est-à-dire qu'ils ont commencé en Formule Renault ou Formule Ford ou GP3 à 15 ans. À l'époque, à 15 ans, ils étaient tous en kart jusqu'à 18, 19, 20 ans, commencé en monoplace à ta génération à 20 ans. L'ancienne filière Red qui est super parce qu'il prend les jeunes dès 16 ans. Dès 16 ans donc en Formule Campus, qui est avant la Formule Renault, la Formule BMW ou la Formule Ford. Le premier échelon dès 16 ans et effectivement maintenant grâce à ça, on commence avec le karting avant très, très jeune et au moins tous ces pilotes seront des bons conducteurs et bon, c'est après en Formule 1 ou en championnat du monde de WRC, mais en tous les cas c'est vrai qu'on commence de plus en plus jeune et il faut adapter ça à la sécurité routière et aux conducteurs de tous les jours. Il faut se heurter aux auto-écoles et intégrer les auto-écoles et cette formation sur les circuits qu'on va mettre en place avec la CF. Avec Bernard Darniche, comme ça il ne va plus critiquer la sécurité routière tous les matins à 8h sur France 2. Moi je ne critique pas la sécurité routière, il y a un problème sémantique qui me hérisse. Sécurité routière ça ne me convient pas, sérénité routière me convient mieux parce que la sérénité c'est un problème d'abord d'attitude personnelle et qui est bénéfique pour les autres. La sécurité routière pour moi c'est les flics, ça me gonfle. Mais t'as raison, on peut pas. Mais t'as raison, moi je suis pas serein sur l'autoroute à 130. À éviter les radars, parce que comme je travaille en tant que conseiller du délégué intermédiaire à la sécurité routière, je n'ai pas intérêt à me faire prendre à 200, alors que je roule à 200 avec la BMW. Sur l'autoroute, je suis obligé d'avoir un Coyote ou un. Si on apprenait une aide à la conduite. Si on apprenait aux gens simplement à savoir freiner, on gagnerait beaucoup. Juste à savoir freiner. Avant de tourner le volant. Mais c'est ce que je dis, on n'apprend pas à freiner dans les auto-écoles, on n'apprend pas à freiner sous la pluie, sous la neige. On m'a donné mon permis au troisième coup. Hein, Bernard, je compte sur toi pour encore nous allumer tous les matins pour qu'on change l'éducation routière. Dans les auto-écoles, on dit aux jeunes, on les apprend à freiner, alors que dans les faits, on décélère. Si on veut avoir une conduite qui s'inscrit dans le partage de la route, on ne peut pas freiner, on décélère. Sauf qu'à un moment, il faut savoir freiner aussi. Ça, on oublie totalement de leur apprendre. Vous voyez, il y a tout un... Philippe, évidemment que c'est vachement positif. On n'apprend pas à contrôler une voiture si elle part, si elle glisse. Mais Philippe fait du bon boulot à la sécurité routière. Le problème, c'est qu'il est entouré de gens qui sont totalement autistes à tous ces discours et ces paroles, et qui disent même, vous savez, dans la sécurité routière, la compétence est suspecte. Ouais, moi, on me répond, c'est vrai, hein. non, mais le pilote automobile, depuis 40 ans à la direction de la sécurité routière, au ministère des Transports, maintenant au ministère de l'Intérieur, le pilote automobile est suspect. Et moi, c'est une exception conférentielle, je suis quand même là, parce que je suis handicapé, je suis là pour apprendre aux personnes handicapées à conduire. Donc j'ai créé le centre de ressources mobilité handicap à Satori, à côté de Citroën Sport, à des Marronniers, là-bas où on a notre
école de conduite où on a des simulateurs. On a des simulateurs pour voir donc si la personne est apte à conduire malgré son lourd handicap quelquefois. Et donc on devrait. Donc moi je me suis cantonné à ça, mais j'essaye en comité de direction toutes les semaines d'orienter les décisions. C'est difficile, on est une centaine de personnes, alors chacun son idée. Et on n'arrête pas de dire, oui, mais regarde, depuis 10 ans qu'il y a des radars, depuis 10 ans que la vitesse moyenne a chuté de 10%, on est passé de 8000 à 3600 morts. Donc comment on se bat contre ça? Et il faut avoir les arguments. Et moi, je n'arrête pas de dire qu'il faut éduquer, parce que mais ça, les politiques ne comprennent pas, parce que c'est une politique à long terme. Donc éduquer un jeune avant 10 ans, le résultat, il sera 8-10 ans plus tard. Et ça, le politique n'est plus en place. Donc c'est là où on a du mal à faire passer l'idée. Bon, mais Philippe, merci, parce que finalement ça nous fait un peu une conclusion. Avant de passer aux questions, parce que je pense que vous avez plein de questions à poser à nos amis, c'est que on voit très bien que l'avenir de l'automobile, c'est la jeunesse. Et il ne faut pas être si désespéré que ça. Comme je le disais, quand on voit les ventes de jeux vidéo qui sont ahurissantes, et pour en avoir essayé quelques-uns, si on met vraiment les options pilotes, on est vraiment dans un truc extrêmement compliqué. Donc il y a encore une impétence. Peut-être qu'effectivement, là aussi c'est un sujet ouvert à nos amis et constructeurs français et étrangers. Peut-être une communication avec les écoles de cartes serait une bonne chose pour former les futurs bons clients et intelligents conducteurs de demain. Moi, si je veux dire, je suis très optimiste du sport automobile, puisque on voit justement que les jeunes achètent beaucoup de jeux vidéo, jouent au sport automobile, on voit les vidéos de Ken Block se partager dans le monde entier, et c'est du sport automobile. On voit sur toutes les compétitions automobiles venir un public de passionnés de plus en plus nombreux, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et ça, il faut que les médias et les politiques le comprennent et arrêtent de mettre le côté négatif du sport automobile, danger, danger. C'est un sport passion. La passion peut amener à beaucoup de choses, on en est des témoins. Et il faut pousser les jeunes à aller vers leur passion et à construire leur passion. Un monde de passion. Avez-vous des questions? Oui, Oui, Gérard Féot. Je voulais poser une question à Olivier Gillet. Renault dépense beaucoup d'argent en Formule 1 avec son moteur. Son moteur est le champion de toute catégorie et déjà depuis pas mal de temps. Et par contre, quasiment tous les week-ends de Grand Prix, il y a un moteur Renault sur le podium, si ce n'est pas 3. Et dans la semaine qui suit, aucun écho de Renault sur... alors je sais bien que, alors que lundi dernier, dans le Figaro, il y avait une énorme page d'Audi, donc pour la victoire au Mans. Pourquoi alors on m'a dit, mais parce que Renault, ce qui les intéresse, c'est les marchés émergents. Certes, mais enfin quand même, c'est quand même dommage. Bon, l'industrie automobile française souffre. Je pense que là, on a vraiment de quoi être fier. Eh bien, on aimerait, je pense que ça serait bien d'en parler. C'est vrai qu'on a la vision française de notre communication ici, mais les autres pays de Renault communiquent notamment sur les victoires. On l'a dit tout à l'heure, notre volonté n'est pas forcément que de communiquer sur les victoires, mais de raconter une belle histoire à nos consommateurs. Et c'est vrai que cette belle histoire, c'est la technologie, la vitrine technologique qui est Viry-Châtillon pour Renault. Nous avons lancé la semaine dernière notre nouveau moteur. Nous avons présenté à la presse notre nouveau moteur pour l'année 2014. Et l'un des objectifs de cette conférence de presse, c'était d'expliquer un petit peu les échanges technologiques que nous avions entre Viry-Châtillon et la direction de l'ingénieur mécanique à Rueil-Malmaison, où on fait des moteurs de série. Et c'est vrai qu'on va on axe beaucoup plus notre communication sur les échanges technologiques entre la série et la Formule 1, plus que sur les victoires et les résultats que nous avons en Formule 1. C'est un parti pris, il vaut ce qu'il vaut. Je pense qu'aujourd'hui, les études que l'on a démontrent qu'on n'est pas forcément dans le faux. Et on va continuer dans les prochaines semaines, déjà à faire notre métier qui est de
vulgariser un petit peu ce nouveau règlement de 2014 en Formule 1. Et on va s'y attacher. Et on va toujours travailler autour de qu'est-ce que la Formule 1 peut apporter à la série et qu'est-ce que la série peut apporter à la Formule 1. Et ça sera à travers ça qu'on va communiquer. Merci. C'est plusieurs commentaires en fait pour Citroën, sans enlever à Sébastien Loeb son talent. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a eu une renaissance des produits dans les années 90, et on donne à Sébastien Loeb, comme à tous les pilotes, leur outil quand même pour gagner. Il faut bien sûr le talent du pilote, mais c'est aussi la machine, et ça je crois que c'est très important. Pour Bernard Darniche, ce matin Thierry Landreau a dit que dans une équipe c'était beaucoup plus facile quand on était convaincu du haut vers le bas, et pour nous il est clair en France que le haut ce sont les politiques, et aujourd'hui il y a des politiques qui ne vont pas dans le sens des politiques, pas les hommes politiques, mais dans le sens de l'automobile, on le voit bien à longueur de temps, alors qu'on veut sauver cette industrie qui est synonyme d'emploi, et j'en reviens aux entreprises, des grands groupes, mais aussi des petites entreprises. Ensuite, en ce qui concerne l'ouverture des paddocks, regardons ce qui se fait pour les 24 heures de Nürburgring, je crois que c'est assez étonnant quand vous voyez la piste qui est envahie avant le départ par le public, et 30 minutes avant le départ, il y a des ordres qui sont donnés, tout le monde évacue, mais il y a le contact avec les pilotes, il y a le contact avec les écuries, et ça c'est assez fabuleux. Je vais apporter un témoignage, vous ne le savez peut-être pas tous, mais tous les jours je reçois un homme politique sur France Bleu 107.1, avec qui mon job c'est de lui poser une question sur la mobilité, et je lui pose en général des questions qui sont pas des questions de journalisme, mais qui sont des questions de monsieur du monde. Et les réponses qu'ils me font à l'antenne sont souvent directement et diamétralement opposées à ce qu'ils me répondent après hors antenne. Donc, de là à dire qu'on est dans un système où, individuellement, tous ces hommes politiques sont vraiment conscients de l'erreur stratégique qui a été mise en place depuis 20 ou 30 ans, mais que collectivement, ils continuent à s'entêter dans la même connerie. Donc, il faut qu'ensemble, nous puissions trouver, je m'adresse aux constructeurs, des systèmes où nous mobiliserions le citoyen qui a peur qu'on le prive de sa liberté volant une voiture, qu'on puisse peser sur les politiques, parce qu'autrement, il ne se passera rien et on continuera à s'enfoncer. J'ai encore passé 2 heures avec M. Cuvillier, ministre des Transports, ce matin. Je vous garantis qu'on est totalement d'accord sur tout ce que je vous ai développé, mais il me dit, à un moment, il y a M. Valls qui pense comme moi, mais qui est pris avec la sécurité routière ou un autre système. Et en fait, c'est un espèce de jeu de rôle de dupe, dans lequel tout le monde est enfermé, et tout le monde constate les dégâts que ça peut occasionner, et personne n'a trouvé la clé pour faire sauter tout ça. Je vis ça à un niveau moins élevé avec toutes nos sous-directions de la direction de la sécurité routière. On est 4 sous-directions, on n'est pas d'accord les uns les autres. Donc je vis ça au quotidien. Alors c'est un changer peu la politique en France. C'est un peu le quotidien du CCFA, comme vous pouvez l'imaginer. Moi, je sens quand même que les choses sont en train de changer. Elles changent parce que nos politiques ont commis une erreur fatale, qui a été fatale à certains partis, c'est de méconnaître le périurbain et le rural. Et souvenez-vous, lorsque l'INSEE a annoncé que la majorité de la population française était devenue urbaine, tout le monde a eu l'image de grandes tours, tout le monde est dans des tours, donc on est dans une ville. Non, elle est devenue urbaine parce que tous les petits villages de 500 habitants que vous avez connus sont maintenant les cités dortoirs de la ville d'à côté. Et on a créé des zones pavillonnaires. Et dans des zones pavillonnaires, qu'est-ce qu'on a? On a 2 voitures. Et ce monde périurbain a été totalement oublié par nos grands partis politiques. Un parti a été très malin puisqu'il en a fortement profité, je ne citerai pas de nom. Et actuellement, nos politiques, de droite ou de gauche, commencent à essayer de comprendre comment fonctionne ce monde périurbain. Et là, il a découvert quelque chose, il a découvert que c'était des gens qui ne vivaient qu'avec des voitures. Et les 2 tiers de leurs déplacements sont des déplacements contraints. C'est-à-dire qu'on va en voiture au travail, on va en voiture chercher ses enfants, et on va en voiture au magasin. Donc, il y a une approche qui est différente, et je commence à la sentir de la part de certains politiques, et surtout avec l'approche des élections municipales de 2014. Les déclarations d'hommes politiques sur certaines hausses de certains carburants qui, soi-disant, tuent 40 000 personnes par an, ont été intéressantes parce qu'elles ont été faites après des week-ends où ces hommes politiques ont été
abreuvé d'injures de la part des maires de leur parti qui leur disaient « mais arrête tes conneries, tu veux augmenter le diesel, moi je me fais insulter au marché, on va perdre les élections ». La personne qui m'a dit ça est quelqu'un de très haut niveau dans un parti Bruxelles Ferrino. Je l'ai pas dit. Et pour vous dire tout ça, qu'on sent bien qu'il y a un changement et que les claques que prennent nos partis politiques traditionnels à toutes les élections montrent que le périurbain, qui est quelqu'un qui consomme de la voiture, apporte sa vision de la mobilité, sa vision de la mobilité, liberté. Alors, moi je voudrais faire un reproche au CCFA. Je suis vieux, je n'attends plus rien de personne, j'ai le droit. Quand même. On est toujours dans un système de discussion de café du commerce. Alors, d'un côté, vous avez les politiques qui disent c'est grâce à nous parce qu'on a réduit la vitesse, Et puis d'autre côté, non, non, c'est pas ça, c'est d'autres paramètres. En Allemagne, la DAG a fait une étude très précise sur 20 ans en démontrant paramètre par paramètre quels ont été les éléments hiérarchiquement démontrés pour réduire la mortalité sur la route. Si nous avions cette étude, ça nous permettrait quand même, elle existe quelque part chez les politiques, mais comme elle est défavorable à la stratégie actuelle de sécurité routière, évidemment qu'il s'assoit dessus. Je voudrais vous rappeler quand même qu'en Allemagne, le premier élément de réduction de la sécurité, de la mortalité sur la route, c'est évidemment la protection active et passive des véhicules. Le deuxième élément sont les infrastructures. Le troisième élément, c'est les progrès de la médecine d'urgence. En 8e position arrive la vitesse. Qu'est-ce qui m'empêche de penser que c'est la même chose en France? Pourquoi vous n'avez pas fait cette étude? Bernard, juste pour me permettre de rebondir, quand même, si les ateliers du CCFA existent et ont une mission, c'est de décloisonner cette réflexion qui n'est plus qu'une réflexion du café du commerce. Et donc depuis déjà quelques éditions, nous cherchons à réfléchir à cet impact sociétal. Et je plaide. Mais ce matin, il y avait une matinée plus universitaire également, et donc on cherche à nourrir le débat de connaissances. Et donc je plaide fortement pour une séance sur l'automobilisme républicain et le sens que François Roulier vient d'évoquer de l'automobile dans des territoires perdus pour l'automobile, mais perdus aussi pour une certaine forme de citoyenneté. Et le lien social que peut apporter l'automobile, il ne faut pas le négliger de ce point de vue-là. Donc je pense véritablement que l'un des prochains ateliers du CCFA devrait y être consacré. Et je me réjouis du dernier tournant de l'atelier, là aujourd'hui, qui ramène aux problèmes fondamentaux de mobilité de nos concitoyens, en partant d'une sphère qui a l'air lointaine, le sport automobile, et qui est en réalité très connecté à la réalité quotidienne. Je n'en attendais pas moins de ta part, Mathieu. Mais écoutez, merci parce que vous avez tous été brillants. Ah, il y a une question, j'ai oublié une question. Promis, ça s'adresse davantage à monsieur Delamode d'ailleurs. Au sujet de l'engagement de Citroën en WTCC, c'était attendu depuis l'annonce mondiale de l'automobile de Frédéric Banzé, mais ça reste une compétition assez méconnue en France. Est-ce que vous pensez que la présence de l'Europe, la présence de Citroën et la présence d'une manche en France à Pau va vous permettre de non seulement vous faire connaître, mais de faire connaître ce championnat à la France, grâce à un engagement médiatique ou une retombée par des médias, notamment télévision? Oui, je pense que c'est vertueux, effectivement, comme vous le dites, il est question d'avoir une manche en France. Le fait que ce soit un pilote français, ça va donner de la notoriété, de la visibilité aussi. Ça sera une conséquence vertueuse indirecte de l'engagement de Citroën dans le WTCC l'an prochain, et ça donnera forcément de la visibilité de ce sport en France. Donc vous avez déjà un programme médiatique c'est pour ça que, comme je vous disais, je m'occupe de la communication et du sport, c'est effectivement pour activer partout où nous sommes déjà tout ce qu'on fait en sport, et notamment à travers notre réseau français. Merci. Pour terminer, je dirais que Citroën a, je sais pas, mais dans le sens de Renault aussi, a exactement la même problématique que nous aussi, que ces trois constructeurs, et on est aussi CFA, donc on doit le dire, c'est pas franco-français qu'il faut vraiment réfléchir au sport automobile dans les pays émergents, et c'est comme ça que Renault le fait avec la Formule 1, et c'est comme ça que Citroën et Peugeot doivent le faire pour se faire connaître en dehors d'Europe.
Bon, écoutez, je vous propose, pour conclure cette journée, d'abord de vous remercier. C'était une journée très riche. Nous éditerons des actes de ces colloques. On fait un petit film qui permettra de nous faire un teaser avant un film un peu plus construit sur septembre. En tout cas, merci aux intervenants et merci à l'assistance qui a été extrêmement assidue. Visiblement, le sport automobile, ça reste une passion. Et il y a beaucoup de légitimité et il y a vraiment des enjeux sociétaux. Je vous propose de conclure en buvant le verre de l'amitié. Boire ou conclure, il faut choisir. Donc je vous êtes maître de votre destin et des grands amateurs de sport. Au revoir.